Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on conclut le cours des exacerbations d'asthme grave, l'asthme aigu grave. Dans cette dernière partie, on va voir le traitement et les modalités devant une crise d'asthme aigu sévère. Toujours, vous allez trouver tous les supports utilisés, les vidéos dans la description pour télécharger, chers amis. Vous êtes les bienvenus à abonner à n'importe quel moment. Vous pouvez me contacter toujours à Instagram. Et n'oubliez pas, maximum de j'aime, maximum de partage et on continue. Donc, dernièrement, le traitement d'une crise d'asthme grave après l'évaluation de cette dernière. Vous pouvez consulter la partie précédente. Donc, les buts, premièrement, c'est de prévenir la mort. Je répète, l'asthme aigu grave, il est mortel, surtout s'il est en parallèle avec d'autres pathologies, infections graves ou le pneumothorax. Gardez ça en tête. Deuxième but, restaurer l'état clinique et fonctionnel et le meilleur niveau, meilleur état du patient et prévenir malheureusement les rechutes. Généralement, je répète, l'asthme, c'est une pathologie aiguë grave. Donc là, on va traiter dans cette partie le traitement de la crise, mais on nécessite le traitement de fond. On va voir ça dans le cours prochain qui sera dédié sur le traitement d'asthme totalement ou bien traitement d'asthme dans la phase chronique. Donc, prévenir les rechutes. Les rechutes sont souvent là. Mauvaise observance de traitement. Interaction avec des facteurs déclenchants qu'on a déjà cités précédemment. Et la mauvaise traitement ou bien mauvais traitement de l'inflammation. C'est le rôle des corticoïdes. Gardez ça en tête. Les corticoïdes inhalés. On va voir ça dans le prochain cours. Donc les moyens et les indications. Premièrement, l'oxygénothérapie. Notez bien, je vous invite à prendre en note toujours tout ce qui est rouge, tout ce qui est en couleur. Donc c'est à retenir et bien sûr poser comme question d'examen. Donc premièrement, l'oxygénothérapie devant une crise d'asthme aiguë grave, elle est faite de façon, notez ça bien, systématique. Donc le débit là, il est de 6 à 8 litres par minute en masque. L'oxygène, il doit être parfaitement humidifié, comme vous voyez là à droite, pour éviter là de dessécher les sécrétions bronchiques et aggraver le tableau clinique. Donc c'est l'humidification à l'aide de la nébulisation pour donner une oxygénothérapie et lutter contre le trouble ventilatoire obstructif. Donc jamais donner de l'oxygène seul, il est à administrer de façon humide en nébulisation, comme illustré à droite, plutôt comme illustré à gauche dans l'illustration. Les objectifs, c'est d'avoir une saturation en O2 entre, je répète, supérieur à 92, qui est physiologique, donc entre 93 et 95 chez l'adulte, et entre 94 et 98 chez l'enfant. Donc, la saturation, comme on avait dit, elle a été inférieure à 90, ce qui est menaçant, ce qui est très, très grave. Donc, l'oxygénothérapie, je répète, premier moyen de traitement de façon systématique. Suite à ça, si vous vous souvenez la notion de SABA, Short Action Bronchodilatateur, c'est les bronchodilatateurs à courte durée d'action. Donc les BDCA ou les SABA en anglais, gardez ça en tête, c'est les SABA. Et parmi de ces modalités, on note le fameux salbutamol et la terbutaline. Donc ce sont deux médicaments que vous êtes familiers avec. Traitement de crise d'asthme, donc en aérosol doseur, comme vous voyez à droite, c'est le recours au salbutamol ou le terbutaline en première intention. Donc, les premiers bronchodilatateurs, c'est les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action toujours. Ça, c'est comme illustré à gauche, du salbutamol ou la terbutaline en première intention. Pour la puissance de leur effet, leur rapidité d'action et leur large marge thérapeutique. Donc les bêta-2 mimétiques, ça c'est à retenir. Traitement, première intention devant une crise d'asthme, c'est les SABA, Short Action, courte action en français, donc les bronchodilatateurs à courte action, de tête de liste de ces médicaments, et le salbutamol, la terbutaline en aérosol doseur. Et voilà à gauche. Bien sûr, la voie, elle est inhalée, donc elle peut être administrée en extra-hospitalier. Lorsqu'on dira inhalé, on parlera d'aérosol doseur, ce que vous voyez à gauche. Donc en extra-hospitalier jusqu'au
de 4 jusqu'à 10 bouffées à renouveler toutes les 20 minutes, jusqu'à l'amélioration clinique pendant 1 heure. Donc, un patient qui a eu une exacerbation, si on peut dire légère ou modérée, il peut administrer de 4 jusqu'aux 10 bouffées de ces BSABA. Ils sont à renouveler tous les 20 minutes pendant 1 heure jusqu'à l'amélioration. Si ça marche pas, on va passer au milieu hospitalier. Et dans le milieu hospitalier, on a le recours à ces bêta-2 mimetiques, mais en nébulisation. Donc, ils sont nébulisés. Là, voilà un nébulisateur. Donc, nébulisé au masque avec un débit, je répète, 6 à 8 comme l'oxygénothérapie. Une posologie de 2,5 à 7,5 mg. Bien sûr, des deux molécules qu'on a déjà vues, salbutamol et la terbutaline. Donc, en extra-hospitalier, c'est en aérosol doseur, ce que vous voyez là. Vous devez avoir l'habitude à connaître les modalités de traitement. Ça, c'est la voie inhalée. Ça, c'est de l'aérosol doseur. Et ça, ce que vous voyez, c'est la nébulisation qui est plus efficace devant un cas d'un enfant, un sujet âgé, ou bien un sujet en exacerbation très grave, sujet apnique, ou bien un sujet qui est pas, mais qui est en état d'obnubulation, qui peut pas avoir, ou bien qui peut pas administrer le traitement lui-même de façon qui est adéquate. Donc, pour avoir un bon effet de ces aérosols doseurs, le patient, il doit être, ou bien il doit inhaler de façon qui est synchronisée. Donc, il va inhaler de ces bouffées-là, il va avoir de l'apnée pour que ce médicament, cette inhalation va avoir son effet sur les bronches. Si la respiration il est asynchrone, ça ne sert à rien de donner ces états de mimétique en façon qui est, ou bien dans la forme d'un aérosol doseur. Dans les cas graves où le patient il est défaillant, c'est la nébulisation qui va permettre d'avoir une bonne administration de ces traitements, même que si le patient il est obnubulé, ou bien il respire, ou bien il n'est pas en respiration qui est synchronisée. Donc, au milieu extra-hospitalier, je répète, aérosol doseur. Au milieu hospitalier, bien sûr, les cas graves, favorisez toujours la nébulisation, surtout devant un enfant ou un sujet âgé. Autre moyen de traitement, donc c'est la voie inhalée qui est la plus utilisée, ça c'est à retenir. L'autre voie, c'est la voie sous-cutanée. Elle peut être utilisée dans les formes graves, pendant la préparation des gestes de réanimation, ou bien en médecine de ville, dans l'attente de secours médicalisés. Donc, c'est la voie urgence toujours, cutanée. Et parfois, donc ça c'est de la nébulisation. Je répète, le meilleur traitement d'administrer la voie inhalée chez le milieu hospitalier ou bien devant les signes graves. J'espère que vous allez noter ça. Toujours l'aérosol doseur. Là, c'est le cas des perfusions, donc en IV. Donc les perfusions, par exemple, de salbutamol en IV, donc qui sont utilisées devant les patients qui est de plus en plus graves. Donc je répète, premièrement, l'oxygénothérapie, les bronchodilatateurs. Les plus fréquemment utilisés, c'est salbutamol et terbutaline en aérosol doseur, donc en ambulatoire. Je répète, les crises d'asthme sont souvent bénignes, mais parfois ils vont être malheureusement graves. On a le recours, dans ce dernier cas, au milieu hospitalier, à la nébulisation. Voilà la nébulisation. Dans certains cas graves, on peut passer vers la voie sous-cutanée et dans les stades très graves, on a la voie intraveineuse qui est toujours la voie d'urgence. Ça, c'est de la pharmacologie. Donc, une perfusion intraveineuse qui est effectuée à un débit continu pour les malades les plus graves, malheureusement. Donc, pas seulement de façon ou bien d'une voie inhalée, on peut avoir une voie sous-cutanée et une voie intraveineuse. Faites attention de commettre ce piège-là. Donc, les bêta-2 mimétiques peuvent être administrés par voie inhalée premièrement, par voie sous-cutanée, voire même par voie intraveineuse. Donc, trois modalités d'administration des bêta-2 mimétiques qui sont, je répète, le traitement de crise. Donc, ça, c'est la première modalité de traitement, les bêta-2 mimétiques. On peut administrer deuxièmement les anticholinergiques.
Donc, on a l'exemple là de l'ipratropium, le voilà. Donc, leur effet, donc anticholinergique, ça c'est de la pharmacologie, il a un effet bronchodilatateur, mais il est moins puissant et plus progressif. Donc, maximal, entre 30 et 80 minutes, on va voir ses effets. Donc, et elle persiste 8 à 9 heures. Donc, c'est pas un traitement adapté à l'urgence. Donc, je répète, les corticoïdes inhalés, c'est le meilleur traitement d'urgence. Leur effet, leur rapidité d'action, leur effet et leur puissance. Suite à ça, pour lutter contre le bronchospasme, on a le recours aux anticholinergiques. Ça, c'est de la pharmacologie. Donc, les récepteurs cholinergiques vont donner là du bronchoconstriction. Anticholinergique, une bronchodilatation. Mais elle est moins puissante que les bêta-2 mimetiques. Mais, par contre, elle est plus progressive. Donc, elle sert, si on peut utiliser le mot, un traitement qui est plus prolongé. Donc, ils vont avoir leur effet de 30 à 90 minutes. C'est pas un traitement d'urgence. C'est un traitement prolongé. Et elle persiste de 8 jusqu'à 9 heures. Elle peut être proposée à la phase initiale d'une crise ou bien d'un asthme aigu grave, mais en adjonction en bêta-2 mimétique. S'il s'agit d'un asthme grave, donc au lieu de donner plusieurs bouffées de bêta-2 mimétique pour lutter contre le bronchospasme, on peut faire de la bithérapie. Ça, c'est à retenir. On va voir ça dans le traitement de fond. Donc, le bêta-2 mimétique soit en nébulisation ou en intraveineux qui sont associés aux anticholinergiques. Donc, si on vous pose la question dans un cas clinique, dans l'urgence, on peut associer ces deux médicaments, les anticholinergiques en association au bêta-2 mimétique, mais pas seulement les anticholinergiques. Ce ne sont pas un traitement d'urgence. J'espère que vous allez garder ça en tête. Attention de faire cette bêtise dans vos cas cliniques. C'est les bêta-2 mimétiques qui sont le traitement de fond. Ils peuvent être associés à l'ipratropium ou bien les anticholinergiques pour augmenter la durée d'efficacité. Mais ces derniers, ces anticholinergiques seuls, ne sont pas le traitement de la crise. Faites attention à cette plaque-là. Troisième modalité de traitement, donc, c'est le magnésium, le voilà en IV, qui est réservé pour les exacerbations sévères. Donc, le magnésium, il va inhiber toujours la contraction des muscles lisses, lutter contre le bronchospasme. Probablement, il va bloquer les canaux calciques. Il va potentialiser les actions de bêta-2 mimétiques. En association, je répète, ces effets sont modérés et de courte durée. Il est à administrer en nébulisation ou par une voie intraveineuse. Donc, le traitement, le choix, je répète, c'est les bêta-2 mimétiques peuvent être associés aux anticholinergiques pour augmenter la durée de ce dernier. Dans certains cas, pour lutter contre le spasme qui va être très sévère, on va ajouter le magnésium en association au bêta-2 mimétique. Donc, ils vont avoir un effet de potentialisation. Ça, vous allez voir dans la pharmacologie. Ce sont des notions pharmacologiques dans les cas graves. Donc, j'espère maintenant que vous pouvez gérer vos cas cliniques, évaluer la crise d'asthme. Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle est sévère? Est-ce qu'elle est trop sévère? Et votre conduite à tenir. Vous allez voir l'association de ces médicaments selon le cas. Soit en ambulatoire, soit en hospitalier, soit en monothérapie, ou bien dans les cas graves, on peut faire à la voire la trithérapie en associant les anticholinergiques, voire le magnésium. D'autres modalités de traitement, selon le cas, maintenant selon le cas, on peut avoir le recours à l'adrénaline. Je répète, parfois l'asthme il est allergique, c'est le cas d'état de choc anaphylactique. Donc l'adrénaline là, c'est le traitement d'urgence devant un choc anaphylactique qui peut être à lui-même mortel. Donc là, on a deux urgences. On a la première urgence qui est le choc anaphylactique, la première, et l'asthme dans un contexte allergique. Donc un asthme allergique, par exemple alimentaire. Donc tout ça, c'est de la physiopathologie du choc anaphylactique. Vous pouvez la consulter pour mieux comprendre. Donc le traitement là,
c'est le traitement de deux urgences. Traitement du choc anaphylactique, l'adrénaline, on y va bien sûr, pour lutter contre la vasodilatation, qui est mortelle. Et on a au cours de ça l'asthme, donc on a le recours au bêta-2 mimétique, soit en mono, soit en bithérapie, en association selon le cas. Donc ça, c'est le cas spécial devant un asthme, puis un état de choc anaphylactique, un asthme dans un contexte allergique. D'autres traitements peuvent être utilisés, donc c'est la théophyline, mais elle est abandonnée actuellement sous leur effet secondaire et sa marge thérapeutique très faible. Donc on peut utiliser, si on vous pose la question, la théophyline, mais elle est abandonnée maintenant aux effets secondaires, la marge thérapeutique qui est faible. Donc le traitement de choix, je répète, c'est les bêta-2 mimétiques, salbutamol, terbutaline. Gardez ces deux traitements en tête. Suite à ça, la notion de la corticothérapie qui est le traitement de fond. Donc, tout ça, c'était le traitement d'urgence. Maintenant, on va voir la notion de la corticothérapie. Donc, la corticothérapie, elle est administrée de façon précoce et systématique, mais à partir d'une exacerbation qui est modérée. Donc, dans cette partie, gardez-vous les modalités de traitement, leur façon d'administration. On va voir prochainement dans le traitement de l'asthme, donc notre prochain cours, la modalité, ou bien les méthodes, les protocoles à administrer selon les critères de GINA, selon la gravité de l'asthme. Donc, au-delà d'une exacerbation qui est modérée, les bêta-2 mimétiques ne sont pas suffisants à lui-même pour garantir une rémission. On a le recours à la corticothérapie inhalée. Le but là, je répète, c'est de réduire l'inflammation, qui est la cause principale de l'asthme. Vous pouvez consulter la physiopathologie de l'asthme. L'inflammation, c'était la cause de cette pathologie chronique. Restaurer la sensibilité et le nombre de récepteurs bronchiques au bêta-2 mimétiques. En certains des cas, d'où le spasme il est sévère, on va noter une diminution de la sensibilité au bêta-2 mimétique qui est grave. Si vous avez un asthme résistant au bêta-2 mimétique, malheureusement, c'est très grave. Le pronostic il est mis en jeu, peut être mortel. Le délai d'action de ces corticoïdes il est retardé. Donc, au moins 6 heures. Ils vont avoir leur effet au-delà de 6 heures. Les posologies sont administrées par voie orale, toujours devant une exacerbation qui est modérée. On a le cas de prednisone, prednisolone, donc 1 gramme par kilogramme ou bien 1 mg par kilogramme par jour chez l'adulte, toujours sans dépasser les 50 mg par jour, ou bien 2 mg par kilogramme par jour chez l'enfant, mais sans dépasser les 40 mg par jour. Les corticoïdes ou bien la corticothérapie, c'est une mesure qui est grave. Donc, les effets secondaires de la corticothérapie au long cours, nous allons aborder ça dans le traitement de l'asthme, troisième cours. Donc, ils sont administrés, je répète, de façon orale devant les crises d'asthme modérées. Et faites attention, ils sont à administrer par façon intraveineuse, voie intraveineuse devant les crises d'asthme ou bien les exacerbations sévères, voire les très sévères devant un asthme aigu grave. Donc, exacerbation qui est modérée, la voie orale, c'est le cas de prednisone, prednisolone. Et on passera à la voie intraveineuse, donc posologie de 800 à 900 mg. C'est le cas de l'hydrocortisone en intraveineux, donc, ou à 1 à 2 mg par kilogramme par jour de méthylprednisone. Donc, les deux modalités de traitement en intraveineux, gardez ça en tête. Donc, soit par voie orale, c'est le prednisolone ou le prednisone. Et la voie intraveineuse, soit l'hydrocortisone ou bien le méthylprednisone par voie injectable. Donc, on a plusieurs modalités de traitement. Je répète, oxygénothérapie, gardez ça en tête. Deuxièmement, les bronchodilatateurs, soit en monothérapie, soit en association avec les anticholinergiques, du magnésium, donc dans les formes sévères. Troisième modalité de traitement, c'est l'adrénaline devant un état de choc anaphylactique.
la théophiline peut être administrée, donc, mais elle est malheureusement abandonnée à cause de leurs effets secondaires qui sont multiples. Troisièmement, c'est la corticothérapie, au-delà d'une crise qui est modérée, donc soit par voie orale si elle est modérée, c'est le cas de prednisone, prednisolone, ou par voie intraveineuse, c'est le cas de l'hydrocortisone, le voilà, et le méthylprednisone. J'espère que vous allez garder en tête les modalités de traitement. On va les revoir dans le protocole de traitement d'une crise d'asthme au long cours. Suite à ça, dans certains cas, le traitement adjuvant, donc je répète, s'il s'agit d'une exacerbation qui est déclenchée par une infection, qui est majoritairement le cas, donc l'antibiothérapie, et elle ne doit pas être systématique si en cas d'infection qui est potentiellement grave. Deuxième cas, la prise en charge d'une éventuelle complication. Parmi les complications, je répète, c'est le pneumothorax ou le pneumomédiastin qui sont deux affections graves. Donc là, vous voyez à gauche, c'est un drainage, un pneumothorax associé au remplissage vasculaire en première intention en cas de collapsus ou de réhydratation. On va voir le pneumothorax, c'est une urgence vitale, je répète, et le pneumomédiastin qui est plus grave, potentiellement plus grave que le pneumothorax. Donc tout ça, donc on a un traitement qui est de la crise avec le traitement étiologique, traitement de cause, pas seulement le traitement de la crise. Notez bien que les sédatifs, ils sont contre-indiqués. Les sédatifs, les mieux relaxants, les hypnotiques, tout médicament qui va suppresser ou bien qui va inhiber le centre respiratoire principal, bien centraux, ils sont contre-indiqués absolument. Donc, pas des sédatifs, pas des antitussifs, tout ça, il est à proscrire devant une crise d'asthme qui est grave. Faites attention aux sédatifs. Les mucolytiques peuvent diminuer l'effort de tout et majorer le bronchospasme. Pas de sédatifs, pas de mucolytiques, pas des antitussifs. Tout ça vont aggraver le tableau clinique. Dernièrement, devant un asthme aigu qui est très grave, on n'a que le recours. Donc tout ça, donc, je répète, là c'est le cas du mycodrénol, donc les mucolytiques, pour lutter contre le mucus, c'est contre-indiqué. Les sédatifs, les voilà, contre-indication absolue, ils vont inhiber les centres respiratoires. Ils vont aggraver le tableau clinique de façon dramatique. Et dernièrement, donc, si ça ne marche pas, devant une crise d'asthme qui est très grave, un asthme aigu très grave, en cas de détresse respiratoire aiguë, en cas d'épuisement de la musculature, comme on avait dit, c'était les critères de la partie précédente, un asthme très sévère. Donc là, le patient, il va être administré ou bien il va être en ventilation mécanique. Et le dernier recours. Donc, tout ça sont les modalités des traitements selon la gravité. J'espère que vous allez les noter et j'espère que maintenant vous n'allez pas confondre entre toutes les mesures. Un traitement d'adjuvant, voire un traitement de crise, voire un traitement de fond qui sont les corticostéroïdes, soit oral, soit en IV. Ça, c'est le but de cette partie. Et on va voir comme prochain intitulé, je répète, le protocole de traitement d'asthme maladie au long cours. Avant de conclure les crises d'asthme sévères, donc on a premièrement la prévention. Donc au cours d'une exacerbation de l'asthme bronchique, une consultation doit être organisée. Donc, toujours là, c'est de la ventilation mécanique. Une consultation doit être organisée un mois, toujours afin d'évaluer le contrôle d'asthme. On va voir le contrôle d'asthme prochainement. Regardez bien cette ligne-là. C'est la notion du contrôle d'asthme. On va voir ça dans le prochain cours. L'évaluation des facteurs du risque d'une nouvelle exacerbation, les facteurs déclenchants. Identifier et traiter les facteurs de cette exacerbation comme on a déjà cité. Et orienter le patient vers un programme d'éducation thérapeutique. Je répète, une mauvaise observance, généralement, elle est notée chez les patients asthmatiques, malheureusement. Mauvaise hygiène de vie, mauvaise observance au traitement,
un dîner chez les patients qui jeûnent. Donc, si tous c'est les enfants, ils vont faire le dîner de la maladie, non acceptable. Donc, tout ça, ça va rendre dans le programme d'éducation thérapeutique. Et dernièrement, la conclusion. Donc, notez bien quelques messages à retenir de cette partie. L'exacerbation d'asthme bronchique constitue un accès aigu de la maladie asthmatique. Donc, on a vu dans le cours précédent l'asthme comme maladie. Aujourd'hui, on a vu la crise d'asthme comme exacerbation grave, l'asthme aigu grave. Cette dernière, l'asthme aigu grave, doit être considérée comme une urgence, quelle que soit la sévérité. La répétition, elle va témoigner une prise en charge qui est incorrecte de l'asthme maladie, notre intitulé dans la partie précédente. Le traitement, je répète, il est symptomatique plus étiologique. Traiter l'étiologie, s'il s'agit d'une infection, comme on avait dit, soit une infection grave, soit du pneumothorax, exposition à un allergène, facteur déclenchant, il est à éviter totalement. Donc, traitement symptomatique plus étiologique, pas seulement symptomatique. Faites attention dans vos questions. Et elle doit constituer une occasion pour rappeler l'importance du traitement de fond. Donc, on va voir dans la partie précédente. Généralement, les patients ils vont avoir ou bien ils vont subir juste un traitement de crise et dès qu'ils ont une amélioration, ils vont ignorer le traitement de fond qui est la corticothérapie au long cours. On va voir ça. Là, je répète toujours dans le cours précédent. Donc, le rôle du traitement de fond de l'asthme maladie qui est très important et le rôle de l'éducation sanitaire de l'asthme. Je répète toujours, mauvaise observance malheureusement chez les patients asthmatiques. Donc ça c'est tout pour la crise d'asthme grave, l'asthme aigu grave, l'exacerbation. Donc on a vu les modalités de traitement d'urgence et étiologique. Il nous reste que prochainement, dans le prochain cours, on va voir la notion du contrôle d'asthme, le suivi de ce dernier et le traitement de fond, les modalités d'administration de ce traitement selon la gravité et selon les critères de GINA. Merci pour votre attention, chers amis. J'espère que ces vidéos sont utiles. J'espère maintenant que vous allez gérer une crise d'asthme grave, bien un asthme aigu grave. J'espère que les vidéos sont utiles. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.